Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 erreurs à ne surtout pas commettre si vous préparez l'EDN. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin, je suis actuellement interne de radiologie. J'ai passé l'ECN en 2021 où j'ai fini 360e et je suis actuellement associé avec Eddy qui est major de l'EDN 2024-2025 et qui m'a partagé tous ses conseils. Et après avoir accompagné plus de 500 étudiants, après avoir analysé la méthode d'amis à moi qui ont fini dans le top 100, j'ai pu détecter les 10 pires erreurs qui vont littéralement vous saboter votre préparation de l'EDN. Même si vous travaillez des dizaines d'heures par jour pendant 3 ans, si vous faites ces 10 erreurs, vous allez littéralement perdre des places le jour du concours. Et donc on va attaquer immédiatement ensemble toutes ces erreurs et je vais vous donner bien sûr la solution pour essayer d'améliorer vos chances de réussir. Première erreur, c'est d'essayer d'apprendre par cœur. C'est finalement l'erreur la plus fréquente et la plus commune parce qu'il y a tellement d'éléments à apprendre par cœur pour l'EDN. Il y a des dizaines et des dizaines de collèges, environ 30 collèges à savoir, et on ne peut pas tous les savoir. Et en fait, l'erreur principale, c'est que les gens, finalement, ils vont lire leurs cours. Il y a tellement de cours qu'on ne peut pas les retenir, mais par bonne conscience, en essayant de vouloir tout connaître, on oublie tout au fur et à mesure. Et donc ça, c'est normal parce que c'est quelque chose on ne peut pas tout retenir. Et donc, c'est l'erreur principale que je vois commise par la plupart des étudiants. Et donc, on va voir un petit peu comment contrecarrer ça. Parce que tout le monde essaie de tout apprendre. Il y a 30 livres. Quand on a appris le premier livre, on a fait la cardio, la pneumo. Et après, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, finalement, on a tout oublié. Et les méthodes qu'on avait utilisées quand on était en première année, c'est-à-dire la méthode des J, en pensant qu'on peut tout retenir parce que en première année, sur le premier semestre, on n'a que 3-4 mois de cours, ce n'est pas des méthodes qui fonctionnent et qui sont tenables sur le long terme pour l'EDN. Et donc, il va falloir adapter une méthodologie complètement différente qui va vous permettre de retenir durablement les informations nécessaires. Et surtout, en ayant analysé les annales, je me rends compte de ce qui est important et de ce qui tombe le jour du concours. Cette première erreur d'essayer de tout apprendre par cœur, de trop vouloir en faire, ce n'est pas efficace. Donc comment on contrecarre ça? C'est ce que j'ai appelé la méthode pyramide. C'est une méthode que j'ai essayé de comprendre en analysant Eddy, en analysant comment moi j'ai travaillé, comment mes amis ont travaillé. Et on vous le répète tout le temps, le fait de baser votre apprentissage sur la compréhension. Mais il y a trop de gens qui ne prennent pas ça assez au sérieux et donc on va en parler ensemble. Le but, quand vous allez apprendre un cours, c'est d'essayer d'avoir une vision d'ensemble sur le cours et de faire ce qu'on appelle un encodage de bonne qualité. Personne ne vous parle du processus d'encodage. Et en fait, quand on apprend quelque chose, on a 3 étapes principales. La première étape, c'est de faire un encodage de bonne qualité. Ça veut dire ne pas essayer d'apprendre par cœur. Ça veut dire essayer de comprendre profondément le cours, de décortiquer le cours en petits morceaux qui nous sommes compréhensibles en le simplifiant au maximum. Et une fois qu'on a fait des recherches en plus sur notre cours, qu'on n'est pas en train de s'attarder sur les détails, qu'on a une bonne vision d'ensemble et qu'on a compris les grandes lignes de la physiologie rénale, les grandes lignes de la pathologie, quel est le patient type, quels sont les examens complémentaires à faire avant de vouloir retenir la liste de toutes les étiologies de 2e, 3e, 4e intention, on comprend notre cours profondément. Et c'est vraiment cette approche où on arrête d'essayer d'apprendre par cœur, on prend du recul sur notre cours, on essaie de comprendre, de prendre de l'altitude et d'avoir cette vision d'ensemble qui va vraiment transformer votre apprentissage. Mais la plupart des étudiants à qui je dis ça ne l'appliquent pas vraiment parce que quand je vois comment ils travaillent, ils sont encore en train d'essayer de tout lire, de tout retenir et ça ne fonctionne pas. Donc du coup, la première étape de notre apprentissage, et souvent on va dire que c'est le J0, J1 ou voire J2, donc 2 premières lectures, c'est uniquement de l'encodage. On prend le temps de comprendre, on se pose les questions nécessaires, on essaie de décortiquer le cours, de le simplifier, comme si on devait l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais connu ce cours-là et quelqu'un qui n'a pas un très gros niveau. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez vous approprier le cours. Vous n'allez pas connaître tous les détails, mais ça vous suffira. Parce que le jour du concours, on ne demande pas un nombre illimité de détails. Souvent, ce sont des questions grâce au QCM qu'on va pouvoir retenir. Et même les petites questions de par cœur, au fur et à mesure, ce sont souvent les mêmes questions qui tombent et on va pouvoir retomber un petit peu sur nos pattes. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que si vous essayez d'apprendre par cœur, vous n'allez pas du tout réussir. Moi, je connais quelqu'un qui a fini 9 millième, donc c'est pas un classement malheureusement exceptionnel, mais qui a travaillé énormément, 10-12 heures par jour pendant les 3 ans d'externat, à essayer de tout apprendre, essayer de tout retenir, et ça n'a pas marché, parce que c'était une boucle infernale. Elle oubliait ce qu'elle apprenait, du stress, revoir ses cours en boucle, et en fait, c'est une boucle, on n'arrive pas à s'en défaire. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on n'essaie pas d'apprendre par cœur, on essaie de décortiquer. Et donc, la première étape de l'apprentissage, comme on l'a dit, c'est l'encodage. On verra que la deuxième étape de l'apprentissage, c'est de passer au QCM, de faire des QCM pour essayer de comprendre
un petit peu ce qu'on attend de nous du jour du concours. On va en reparler un petit peu dans les prochaines erreurs, le fait de faire des annales assez tôt pour pouvoir comprendre exactement à quoi correspond le concours, parce que ça sert à rien de se garder les annales pour la fin. Mais ça, je vais pas vous spoiler un petit peu la suite, mais en tout cas, on va faire des QCM pour pouvoir comprendre ce qu'on attend de nous. Et la dernière étape du travail, ça va être la métacognition, c'est-à-dire de analyser ces erreurs en QCM pour ensuite, quand on va retourner sur nos prochaines lectures, on va finalement ajuster notre apprentissage, on va comprendre les trous qu'on a dans la raquette, comprendre les trous qu'on a dans la compréhension et finalement se construire une vraie maîtrise, une vraie compréhension qu'on va pouvoir appliquer en QCM et pas simplement à essayer d'apprendre par cœur. Donc vraiment, la première erreur que vous ne devez absolument pas faire, c'est d'essayer d'apprendre par cœur. Maintenant qu'on a vu ça, c'est quoi la deuxième erreur? C'est de travailler seul dans son coin. Il y a beaucoup d'étudiants qui, soit ils vont travailler littéralement seuls chez eux tout le temps, soit qui vont travailler sans comparer leurs idées, sans se poser des questions, et finalement être complètement isolés. Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le but, c'est pas d'essayer d'avoir un million d'amis, de tout le temps avoir besoin de la stimulation des autres pour se mettre à travailler. Moi, personnellement, j'avais du mal à travailler seul chez moi, j'étais à la BU, mais quand j'étais à la BU, j'avais pas besoin des autres, j'étais avec mon casque, mes boules caisses, et je travaillais à fond, il n'y avait aucun problème. Mais si on est seul dans cette aventure de l'externat, qui est suffisamment difficile, suffisamment exigeante, et bien ça peut être pas facile, compliqué, de 1, de se motiver, de 2, d'avoir des conseils de ses amis, et de 3, de se faire tirer vers le haut par des gens qui sont ambitieux, qui sont là pour un petit peu, effectivement, nous tirer vers le haut. Donc en fait, il faut vraiment réussir à prendre ça comme quelque chose d'important, où on ne s'isole pas. Et également, il faut s'entourer de personnes qui sont dans le bon état d'esprit, qui ont envie de bien travailler, qui sont en train de préparer correctement les partiels, qui ne font pas que de la médecine non plus. Il faut savoir faire un petit peu de sport à côté, il faut savoir un petit peu sortir, mais il faut être entouré correctement. Et ça va dépendre un petit peu de chacun. Ça peut très bien être des amis de la fac, ça peut être des gens à la bibliothèque, ça peut être dans la prépa. Mais moi, je pense que c'est vraiment important de s'entourer correctement pour ne pas passer cet externat seul. Vous allez rencontrer aussi d'autres externes pendant les stages. Et donc, essayez quand vous trouvez des gens qui sont un petit peu dans le même état d'esprit, qui vous tirent vers le haut, de garder ça. Parce que finalement, essayer de faire cet externat seul, c'est difficile et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc ceux qui, par exemple, cherchent d'autres externes qui sont motivés, ambitieux, des internes qui les aident à travailler, moi j'ai mis tout ça en place dans ma prépa EDN Pro, vous verrez, c'est le premier lien dans la bio, mais on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, que ce soit via une prépa, que ce soit via la bibliothèque, que ce soit via la fac, vos amis, même si vous préférez travailler seul chez vous, il faut de temps en temps confronter ses idées, faire des QCM avec des amis. Moi, quand j'étais en 6e année, j'avais un ami qui était très bien classé, enfin qui a fini très bien, mais du coup qui était très motivé, et avec qui, des fois le dimanche matin, on se faisait des sessions de QCM ensemble, où on confrontait un peu nos idées, je voyais comment il raisonnait. Et ça, c'était hyper important. Et j'ai vu plusieurs réels se passer sur Instagram d'étudiants qui ont bien fini et qui disaient que, effectivement, de faire des sessions de QCM avec des amis, des sessions de correction d'annales, c'est également intéressant. Donc moi, je vous conseille de, travailler de temps en temps, faire des sessions de groupe et de ne pas être seul en mode préparation parce que, comme je vous le dis, c'est suffisamment difficile et de traverser cette étape tout seul, d'avoir l'impression de devoir porter le monde sur ses épaules, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc entourez-vous correctement de gens qui sont bienveillants, qui vont vous tirer vers le haut et avec qui vous allez vous sentir bien. La troisième erreur classique, et ça vient un petit peu en compléter celle qu'on a vue juste avant, c'est de trop se comparer. C'est important évidemment, d'être entouré de personnes, de voir un petit peu ce que vous faites par rapport aux autres, d'avoir un minimum de comparaison, mais il ne faut pas trop se comparer parce que chacun a une méthode différente. Vous verrez, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et on va en reparler un petit peu à la fin de la méthodologie que je peux conseiller, mais chacun a une méthode différente. Il y a des fondamentaux, il y a des piliers, la compréhension, faire beaucoup de QCM, faire des annales, analyser ses erreurs, travailler régulièrement, tout ça, c'est des fondamentaux de méthode. Après, travailler sur fiche ou pas, c'est pas ça qui change grand-chose, mais ce que je veux vous dire, c'est que si on est tout le temps en train de se comparer aux autres, dire lui il travaille beaucoup plus vite que moi, lui il travaille plus que moi, lui il fait ceci, lui il fait cela, lors des partiels il a eu ci, il a eu ça. En fait, on est tout le temps en train de se comparer et on ne se recentre pas sur soi-même pour se dire dans ma propre situation, qu'est-ce qui est le mieux à faire, comment je peux optimiser ma propre situation. Et c'est vraiment le piège principal, parce que moi je l'ai vu, le jour du concours, il y en a qui sont là, et qui vont faire genre, ils ont plein de fiches de partout, ils révisent à fond, jusqu'au dernier moment, et vous allez dire, oh mais il est hyper chaud, qu'est-ce que je fais moi? Et en fait, cette personne-là ne va pas bien réussir du tout. Ou il y en a qui vont finir à la bibliothèque tous les soirs à 23h, qui vont être là à 7h. En fait, quand ils sont toute la journée, ils sont sur l'ordi, sur leur téléphone, ils sont pas très concentrés. Donc en fait, il faut essayer, dans sa propre situation, de faire de son mieux, et pas simplement de se comparer, de dire ceci, cela. Après, moi par exemple, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit à travers ma prépa, etc., j'essaie de partager des bons conseils parce que le concours il est déjà passé pour moi, de vous dire qu'est-ce qui a marché pour moi, qu'est-ce qui a marché pour les autres, qu'est-ce qui a moins bien marché pour certains, et je vous les partage. Et donc là, c'est pas de la comparaison, c'est juste prendre des conseils. Mais
Pareil, vous pouvez prendre des conseils d'amis à vous qui ont travaillé la LCA de telle manière, qui ont travaillé cette matière de telle manière. Et si c'est des gens qui sont bienveillants, c'est parfait. Il faut savoir prendre des conseils. Il ne faut pas penser qu'on est tout seul, qu'on va réussir tout seul, qu'on sait mieux que les autres, etc. Ça, c'est important de savoir se remettre en question. Mais si on est tout le temps en train de se comparer, de se dire lui il fait plus ceci, lui il fait cela, finalement en fait ça devient toxique. Et c'est pareil que sur les réseaux, c'est pareil que dans plein de situations. Il faut être bien entouré, faire sa petite bulle parce que au fond c'est toujours la même chose. On est un petit peu chacun dans sa propre situation et il faut voilà, prendre des bonnes décisions, se sentir bien, faire un petit peu de sport, ne pas être trop pollué par les distractions. Et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est un tout avec un équilibre, un bon entourage et pas de comparaison toxique. Et donc voilà, s'il vous plaît, essayez de bien réfléchir à la méthode qui vous correspond. Il y en a qui vont préférer regarder des vidéos parce qu'il y a des conférences, les vidéos items que moi j'ai créées. Il y en a qui vont préférer travailler sur Fiche. Il y en a qui vont préférer travailler sur collège. Par exemple, Eddy, lui, il a travaillé quasiment exclusivement sur les collèges. Il a fini premier. Et j'ai un ami à moi qui a fini 20e et qui a travaillé uniquement sur des fiches, qui n'a jamais ouvert un seul collège de sa vie. Donc tout ça pour dire que des méthodes, il y en a plein. Il y a plein de façons de travailler et il faut que vous ayez les bons fondamentaux, oui. Mais ensuite, il faut que vous adaptiez la méthode à vous, que vous, soit si vous préférez travailler chez vous, travailler à la BU, il faut vraiment se connaître et il n'y a personne d'autre que vous qui pourra mieux vous connaître. Donc ça, c'était important, c'était l'erreur numéro 3, c'était trop se comparer aux autres. L'erreur numéro 4, elle vient avec l'erreur numéro 1 que je vous ai dit, c'est ne pas faire assez de QCM. Dans le processus d'apprentissage, on a dit que l'étape numéro 1, c'était l'encodage, c'est-à-dire ne pas essayer d'apprendre par cœur un cours, essayer de prendre de l'altitude, de comprendre l'organisation globale, le patient type, ok, le patient il a tel symptôme, ensuite je vais lui prescrire tel examen, en fonction de l'examen je vais lui prescrire tel traitement, voici les complications, ça on a compris que c'était quelque chose de global. Et ensuite, après, il ne faut pas rester que sur finalement du cours, parce que le cours c'est rassurant, on lit des choses qu'on connaît déjà, on reparlera un petit peu de l'apprentissage actif, mais c'est important d'être assez actif sur sa lecture, mais ensuite il va falloir confronter ses connaissances à des QCM, parce que le jour du concours, c'est des QCM. C'est comme si vous appreniez à faire de la moto et que en fait vous étiez tout le temps en train de lire le manuel de moto. Tant que vous n'êtes pas en train d'être sur le terrain, d'en faire, vous n'avez pas progressé. Donc là, c'est bien d'avoir les connaissances, mais maintenant, il faut appliquer vos connaissances en QCM parce qu'il y a la connaissance pure, mais il y a aussi comment on est capable de raisonner en dossier, comment on est capable de raisonner en question. Parce que vous verrez, quand vous allez faire des annales, et on en reparlera des annales après, il faut être capable d'analyser une situation clinique, d'en extraire les principaux distracteurs, d'en extraire les principaux indices, parce que quand on analyse une question, il y a des indices qui viennent nous porter sur une piste, il y a des distracteurs, il y a des petits éléments importants, et donc tout ça, ce sont des choses qui se travaillent, et on ne peut pas le faire si on ne fait pas suffisamment de QCM. Donc dès la deuxième lecture, à la fin de la deuxième lecture, à la fin de la troisième lecture maximum, il va falloir faire des QCM, et moi je vois une erreur trop fréquente, c'est de faire trop de Anki, ou bien trop d'ancrage. Tout ça, c'est bien pour restaurer de l'information brute, mais ça ne vous entraîne pas à raisonner en QCM, à appliquer concrètement vos connaissances dans des dossiers ou dans des questions avec contexte. Et le jour du concours, c'est ça où il y a le plus, c'est des dossiers, soit des mini-DP, soit des petites questions qui sont contextuel. Et donc un petit encadré où vous allez avoir finalement dans l'énoncé le patient avec sa situation et après il va falloir décider quelles sont les étiologies les plus probables. Et en fait ça, vous verrez que c'est pas que de la connaissance pure parce qu'on va vous donner un énoncé, on va vous dire avec cette situation clinique quelles sont les 3 étiologies les plus probables à l'insuffisance cardiaque par exemple ou les 3 étiologies les plus probables à la détresse respiratoire. Et en fait, toutes les étiologies qui sont énoncées, ce sont que des étiologies de détresse respiratoire. Donc le but c'est pas de connaître les étiologies, c'est de savoir dans telle étiologie quels sont les indices, quelles sont les caractéristiques qui peuvent faire penser à cette pathologie-là, en fonction des antécédents, en fonction de l'examen clinique. Et donc tout ça, ça se travaille et c'est vraiment un jeu de raisonnement. Et vous verrez que c'est de plus en plus comme ça l'EDN, et c'est bien parce que c'est un petit peu la réalité, plus clinique, mais il faut vraiment vous entraîner à faire ça. Et donc le conseil concret que vous allez pouvoir prendre de ça, c'est que déjà, imaginons que vous êtes en 5e année et que vous voulez revoir vos cours de 4e année, au lieu de refaire du cours, faites des QCM. Faites des QCM avec des dossiers, faites des QCM où vous allez raisonner pour appliquer vos connaissances. C'est l'étape finale, c'est ensuite d'analyser. Parce qu'il y a trop de gens qui font juste des QCM, qui disent « Ah oui, ok », qui regardent la correction, ils disent « Ah oui, ok », mais ils ne prennent pas le temps d'analyser pour comprendre pourquoi ils ont fait une erreur et de refaire le chemin inverse pour que finalement corriger leur schéma mental et pour pouvoir finalement revoir la partie de cours qui leur manquait pour pouvoir corriger tout ça. Donc c'est important vraiment. L'étape numéro 2, c'est faire des QCM, appliquer ses connaissances de manière extrêmement concrète, plusieurs heures par jour, et plus vous allez avancer vers le jour du concours, plus il va falloir faire des QCM, ça c'est important, et comme je vous dis, pas que des ancrages. Et ensuite après, l'étape ultime qui est indispensable à faire, c'est d'analyser
ces erreurs. C'est ce qu'on appelle la métacognition, se dire, ok, sur le cours par exemple insuffisance cardiaque ou choc, j'avais un patient qui avait un choc et en fait je me suis pas rendu compte que c'était un choc distributif. Pourquoi j'ai pas compris? Parce que j'ai pas compris la différence en fait entre choc distributif et choc obstructif. J'avais pas bien compris quand j'ai lu le cours. J'ai lu, ça me paraissait logique, mais quand j'ai dû l'appliquer, j'ai pas compris la différence. Et donc ça, vous allez devoir reprendre très spécifiquement ces 2 points de cours et après vous allez le réappliquer dans des dossiers, dans des choses et là ça va vous paraître logique. Et donc ça, c'est hyper important. Faites des QCM. Vous connaissez tous, il y a plusieurs plateformes. Vous avez des plateformes gratuites comme UNES qui vous permet de faire des dossiers. Vous avez Hippocampus, EDN.fr, les deux sont à peu près équivalents, vous pouvez faire des dossiers là-dessus. Et après, vous avez également l'IA qui, de plus en plus, est capable de vous faire, à partir d'un seul PDF de cours, des petites situations cliniques. N'hésitez pas, je vais vous faire une vidéo dédiée sur comment utiliser l'IA pour les étudiants en médecine, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de, par exemple, lui injecter les annales, le PDF des annales et lui dire, voilà, inspire-toi un petit peu du style de questions du concours pour pouvoir me créer des questions qui ressemblent. Et donc moi, voilà, ce que je fais, c'est que si je veux créer des questions pour les étudiants, je lui demande de me faire par exemple les dossiers progressifs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut être capable de faire des questions qui ont un sens, qui gardent de la logique, donc c'est plus complexe. Mais pour faire des QI avec contexte, c'est vraiment pas mal. Donc ça commence à être pas mal. Donc on lui donne un cours et lui dit fais-moi des QI avec contexte et on prend un exemple avec quelques éléments des annales. Et ça, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée et j'en ferai également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je fais des petits tutos de 2-3 minutes de radio, d'anatomie. C'est plus simple parfois que sur une vidéo YouTube complète, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Le lien sera dans la bio. Mais en tout cas, je ferai des tutoriels pour créer des questions avec l'IA qui soient de bonne qualité et qui vous permettent de tester votre raisonnement sur des points précis de cours que vous avez identifiés comme problématiques. Donc tout ça pour dire que c'est très important de faire des QCM, d'en faire suffisamment, d'en faire dès la fin de deuxième lecture, troisième lecture. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait vos deux visions d'encodage, la révision, c'est quasiment que des QCM. Il n'y a quasiment plus besoin de retenir. Vous allez revenir sur le cours, mais sur des points précis parce que vous avez fait une erreur en QCM. Et vous allez, en fait, en gros, on ne va plus jamais revenir de A à Z sur un cours à partir de la deuxième lecture. Ça, en fait, c'est plus rentable. Il faut faire des QCM. Après, quand vous êtes en fin de cinquième année, si vous voulez vous refaire un tour complet, là, vous pouvez repartir de zéro sur des fiches pour pouvoir aller un peu plus vite et pour faire un tour complet pour revoir vos cours. Mais pareil, quand vous allez être en cinquième année, que vous allez faire ce tour à partir de, ça dépend des gens, il y en a qui vont commencer à le faire à partir de février, il y en a qui vont commencer à partir de juin en fonction de la fac, mais quand vous allez commencer à faire ce tour-là, il faudra se réserver au moins 2-3 heures de QCM en fin de journée ou en milieu de journée, mais au moins 2-3 heures de QCM pour appliquer les connaissances de ce que vous avez vu avant et de continuer à mixer, pour pas faire que du cours. Il ne faut jamais faire que du cours. Donc voilà, erreur numéro 4, ne pas faire suffisamment de QCM. Et l'erreur numéro 5, c'est un petit peu en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Quand on est étudiant en médecine, c'est une erreur de ne pas l'utiliser l'IA, parce qu'il y en a plein qui pensent que les réponses de l'IA ne sont pas justes, elles ne sont pas de bonne qualité, on ne peut pas lui faire confiance. Au tout début, avec GPT-3, la toute première IA, effectivement, il y avait beaucoup d'hallucinations, c'était compliqué. Maintenant, de plus en plus, il y a 95% de bonnes réponses et il y a très peu d'hallucinations. Donc, vous avez 3 grandes principales utilisations de l'IA. Comme je vous dis, je vous ferai une vidéo dédiée, il y aura aussi des petits tutos sur Instagram, donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour moi, il y a 3 grands éléments. Le premier, c'est d'avoir une IA dans laquelle vous allez mettre vos collèges ou bien vos cours directement pour pouvoir trouver des réponses beaucoup plus rapidement. Donc, il y a plusieurs solutions. J'ai vu qu'il y avait des IA qui se développaient, des IA spéciales, EDN, etc., qui sont payantes. C'est bien. Pourquoi pas? Mais il y a une solution beaucoup plus rapide. Si vous avez le PDF des collèges, c'est de le mettre dans une IA qui s'appelle NotebookLM. Donc ceux qui ne connaissent pas, mettez sur pause et vous mettez NotebookLM. C'est une IA de Google en fait qui permet de mettre ses PDF, ses cours. Quand vous allez poser une question, il va répondre uniquement grâce à ça. Et cette IA est 100% gratuite. Donc si vous voulez uniquement des questions par rapport à vos cours, c'est largement suffisant. Il y a une deuxième technique qui est extrêmement efficace et en fait c'est même la meilleure IA qui puisse exister. Mais bon, ça il faut avoir le petit combo, mais retenez bien ceux qui sont là. C'est la meilleure IA qui existe, c'est d'avoir les fiches notions. Donc tous ceux qui connaissent les fiches notions que je vends, qui sont finalement en fait les meilleurs cours d'excellente qualité, qui sont le résumé de tous les collèges. Chaque item, c'est le résumé de plusieurs collèges. Elles sont vraiment exceptionnelles. C'est pas parce que c'est mes fiches, mais vraiment je me rends compte qu'elles sont vraiment très très fortes. Et en fait, sur Notion, vous avez la possibilité d'avoir une IA. Donc en fait, l'IA de Notion, vous avez quelques messages par jour gratuits, mais sinon elle est payante. Mais quand vous avez le forfait étudiant, c'est moins 50%, donc c'est plutôt correct. Et je crois que c'est une centaine d'euros par an. Si vous l'utilisez beaucoup, ça vaut le coup. Et en fait, quand vous allez poser une question, elle va aller chercher directement dans vos cours les réponses pour vous faire une réponse uniquement sur vos cours. Et en plus, elle va vous citer les sources et vous allez pouvoir retourner directement sur le cours. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et vous verrez, après on en reparlera. Je vous ferai quelques tutoriels pareil
où vous pouvez lui mettre des exemples de questions et lui dire voilà, à partir de cette page où il y a des exemples de questions, refais-moi d'autres questions sur ce cours, etc., etc. Donc en fait, l'IA de Notion qui agit comme un agent, c'est encore plus puissant que ChatGPT et que NotebookLM et que les IA que vous pouvez trouver. Donc soit vous prenez NotebookLM et vous mettez les collèges dedans pour avoir des réponses très rapides. Ça pareil, je mettrai quelques petits tutoriels sur Insta. Et sinon, vous utilisez les fiches Notion avec l'IA de Notion et là, vous avez le combo ultime. Donc la première chose, c'est d'avoir des réponses directement à ces questions grâce au collège, grâce aux IA dans les collèges. Pourquoi? Parce que en fait, au lieu de prendre le collège de cardio, de feuilleter, de machin, etc., là, vous êtes sur Notion, vous mettez quelle est la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, il va lire et en 2 secondes, il va vous donner la réponse et ensuite, vous allez gagner un temps fou et vous n'avez pas besoin d'avoir tous les collèges sur vous. Moi, je me rappelle quand j'ai passé le DN, il n'y avait pas trop ça. Et quand j'avais une question ou quoi, si j'avais pas le collège sur moi, soit j'allais chercher la BU pour chercher, soit je devais attendre le soir. Donc c'était quand même pas extrêmement pratique. Maintenant, avec Notion, avec les fiches Notion et avec l'IA, c'est extrêmement puissant. La deuxième situation, c'est vous allez faire vos QI, vos questions, vos dossiers sur les plateformes que vous connaissez. Mais si vous avez besoin de vous tester spécifiquement sur des choses précises, eh ben vous pouvez utiliser l'IA. Pareil, je vous ferai les tutoriels sur Instagram parce que je pense que c'est très utile. Vous pouvez faire des questions en style concours, donc qui ne sont pas des questions de mauvaise qualité. Moi, comme je vous dis, je vous conseille de faire des QI, pas des DP, mais des QI avec contexte, c'est déjà très bien. Et vous dites à l'IA de vous créer des questions très spécifiques sur ce cours-là, et en fait, ça suffit largement. Maintenant, avec Gemini, qui est l'IA de Google, elle vous fait des questions style flashcard, style vraiment en mode QCM, c'est pas juste, vous avez le texte de ChatGPT qui sort et vous répondez dans votre tête, c'est vraiment comme au concours, vous avez des QCM, vous cliquez et vous dites si c'est vrai ou faux. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Pareil, je vous ferai un petit tuto parce que c'est le mode, je crois que c'est le mode QCM intelligent, bon bref, je vous trouverai ça, mais en tout cas, sachez que vous pouvez créer, grâce à Gemini, grâce à NotebookLM, des questions sur votre cours en style concours, donc qui sont de bonne qualité, et sur des sujets spécifiques, parce que c'est ça qui est intéressant. Peut-être que si vous êtes sur eden.fr, sur Hippocampus, il n'y a pas de questions, il n'y a pas assez de questions sur, je sais pas, sur le certificat de décès, et que vous vous dites, ça c'est important, j'ai envie de bien bosser le certificat de décès, et voilà, vous faites 10 questions sur le certificat de décès, vous allez le voir sur toutes les manières possibles, et en fait, vous allez être hyper entraîné, et voilà, parce que vous avez identifié que vous n'étiez pas assez à l'aise sur ce cours-là, et que ça tombe régulièrement, par exemple. Donc voilà, il faut être capable d'utiliser l'IA, soit lui poser des questions, soit lui demander de vous faire des questions. Et après, pour tous les éléments de compréhension globale, style physiologie, physiopathologie, c'est largement suffisant. Vous demandez à ChatGPT, vous avez soit la version gratuite, soit la version payante. Utilisez les IA, posez-leur des questions de physiologie, de physiopathologie, ça suffit largement. Ceux qui ont aussi l'abonnement free, vous avez l'IA de Mistral, donc, qui est une IA française qui marche aussi très bien. Et donc si vous avez free, regardez dans vos abonnements, vous pouvez avoir l'IA de Mistral gratuite pendant 1 an. Et pareil, je crois que quand on est étudiant, c'est que 5 ou 6 euros par mois. C'est 100% français. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas, c'est des petits tips que je vous donne, mais utilisez l'IA, posez-lui des questions. On verra qu'il ne faut pas prendre ces réponses non plus en mode les boire sans y réfléchir. En fait, souvent elle va vous donner des bonnes réponses, ça c'est sûr. C'est pas le problème, c'est que si en fait vous faites corriger vos QCM sans regarder après son raisonnement et que vous ne prenez pas le temps de comprendre ce qu'elle vous dit, ça ne va pas vous être utile. Donc en fait, il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'elle dit, le re-raisonner, et c'est ça vraiment la puissance de l'IA. Mais moi, toutes les vidéos que je fais sur ma prépa, dans lesquelles je fais des explications poussées sur la physiologie, la sémiologie, je reprends l'IA à chaque fois pour me réexpliquer les concepts, et ça revient extrêmement rapidement, et vous devez faire exactement la même chose. Donc erreur numéro 5, ne pas assez utiliser l'intelligence artificielle. Erreur numéro 6, et ça je le vois, en 2025, il y a eu 17 questions de radiologie à l'EDN, dans les 3 sujets de l'EDN. Donc en tout, ça fait 17 questions. 17 questions, ça peut être potentiellement des milliers de places. Donc la radiologie, c'est plus anecdotique, c'est pas juste une radio par-ci par-là, c'est systématique. Il y a des radiographies qui tombent, pas que des radiographies thorax, des radiographies de membres, des fractures, des échos, des scanners, des IRM. Il y a énormément de choses qui tombent à l'EDN et vous devez travailler l'anatomie et également la pathologie. C'est indispensable. Ça peut littéralement vous faire gagner des milliers de places et récupérer votre spécialité ou bien avoir un classement exceptionnel, mais travailler la radio, c'est non négociable. Donc moi sur Instagram, et pareil, lien dans la bio, je fais tous les jours 2 tutoriels sur des pathologies, donc de l'anatomie, des pathologies. Vraiment, si vous voulez faire du micro-learning et quand vous scrollez un petit peu, d'avoir quelques tutos de radio au passage, franchement, c'est très bénéfique. Et pareil, ceux qui, sur EDN Pro, j'ai fait des dizaines de tutoriels sur des points spécifiques parce que sur Insta, je suis bloqué à 3 minutes. Sur EDN Pro, je prends beaucoup plus de temps d'expliquer. Et le but, en fait, c'est pas de vous montrer le plus d'images possible, c'est de vous expliquer comment je raisonne et pour que vous aussi, vous puissiez raisonner. Parce que même en radio, il y a du raisonnement.
Et donc, ben voilà, le meilleur endroit pour progresser en radio, c'est EDN Pro, ou bien de me suivre sur Insta, mais en tout cas, moi j'ai fait sur EDN Pro, j'ai fait des tutos d'anatomie, j'ai fait des petits focus and tips dans lesquels je vous dis comment faire la différence entre une bulle d'emphysème et un pneumothorax, comment faire la différence entre une fracture, un noyau épiphysaire pour les enfants, parce qu'en fait, je fais les annales et je me rends compte qu'est-ce qui tombe et je fais des focus spécifiques là-dessus. Donc, tous les contenus de radio que je produis dans ma prépa et même sur Insta, c'est uniquement des choses qui tombent à l'EDN et que j'ai identifiées comme potentiellement tombables. Donc vraiment, j'essaie de vous faire du contenu à chaque fois 100% optimisé pour l'EDN. Mon but, moi, c'est pas de faire le plus de contenu possible, c'est de faire du contenu qui peut tomber et qui vous est rentable à travailler. Donc ça, c'est hyper important. Donc travailler la radio, l'anatomie. J'ai fait des masterclass sur en fait toutes les pathologies qui peuvent tomber. Il y a 5 heures de masterclass sur toutes les pathos. Je fais des focus dès qu'on me pose des questions. Et pareil dans la prépa, ceux qui me posent des questions, qui m'envoient des messages en mode ah ben j'ai fait ce cas clinique ou je suis en train de regarder cette IRM, je comprends pas. Ils m'envoient des captures d'écran et je réponds sous 24 heures avec une vidéo de entre 5 et 10 minutes. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a aucune prépa qui propose de bosser la radio. Donc voilà. Et surtout que j'ai fait une formule spéciale. Dans EDN Pro maintenant, il y a une formule pour uniquement la radiologie. Vous avez toutes les masterclass de radiologie plus la méthode de travail pour 7 euros par mois. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc là, il y a la formule spéciale radio. Vous avez la formule P2D1 dans laquelle j'ai remplacé les Ronéo par des cours de physiologie, sémiologie, toutes les matières, les grandes matières de médecine à comprendre où j'ai fait des vidéos tuto explicatives où je remonte la sémio, j'explique tout, beaucoup plus intéressant que les Ronéo. Donc ça, c'est pareil, c'est une formule qui est accessible pour les externes, enfin pour les P2D1, autour de 12 euros. Et après, il y a la formule complète pour ceux qui veulent finalement tout EDN Pro avec toutes les vidéos ITM, etc. Et ça, c'est 25 euros. Et de toute façon, c'est sans abonnement. Enfin, c'est avec un abonnement, mais c'est sans engagement, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ceux qui sont intéressés, c'est le lien dans la bio. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je peux vous proposer pour travailler la radiologie. Soit mes petites vidéos Insta, soit vous avez des sites comme Radiopédia. Vous mettez embolie pulmonaire Radiopédia, sclérose en plaques Radiopédia. Et en fait, c'est un site, c'est comme Wikipédia, sauf qu'avec plein d'images de radiologie. Et vous pouvez vous amuser à voir des images. Moi, je vous conseille de regarder des images normales et des images pathologiques pour vous faire l'œil. Mais effectivement, c'est faisable. Mais si vous êtes tout seul, c'est plus difficile. Moi, sur ma prépa, je fais plusieurs vidéos par semaine et je fais des vidéos dès qu'on me demande une question, j'y réponds en vidéo. Donc voilà, ça c'est un vrai avantage. Ensuite, l'erreur numéro 7, c'est de négliger la LCA. La LCA, c'est 20% de la note de l'EDN et donc c'est 10% de la note finale du concours. Donc c'est indispensable. Quand vous bossez la radio ça va tomber, mais quand vous bossez la cardio, il peut y avoir peut-être que 2 questions de radio dans tout le concours. Il y a même des années où la cardio n'est quasiment pas tombée. Donc, quand on bosse la LCA, on sait de manière sûre et certaine que ça va tomber. Et en plus, ça compte pour 10% de la note finale, ce qui est majeur. Il n'y a aucune matière qui est aussi rentable que ça. Le collège de cardio, il n'est pas plus long que le collège de LCA. Pareil, après les livres de LCA, il y en a plein. Moi, j'ai bossé sur le Petzel, mais il peut y avoir les polites Descartes. La LCA est très bien classée. Bref, il y a plein de choses. Avec Eddy, on est en train de travailler sur un très gros projet. Je vous en parlerai quand ça sortira. De toute façon, vous verrez la masterclass qui sortira sur YouTube et sur la prépa. On en reparlera. On est en train de vous préparer quelque chose d'énorme pour la LCA. Mais en tout cas, la LCA, il faut le travailler. Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais la LCA tous les dimanches matins. Je me mettais 4 heures à partir de la 5e année. Et je me mettais, au début, j'ai fait 4 heures de cours avant d'avoir fait tout le livre, finalement pour avoir toutes les notions indispensables. Et ensuite, après, ce que j'ai fait, c'est que je faisais 2 heures d'article, donc je faisais un article où je prenais vraiment le temps de le travailler, etc., etc. Et ensuite, je le corrigeais pendant 2 heures. En fait, je corrigeais l'article et je revenais sur la partie de cours qui correspondait. Donc, par exemple, imaginons, on a le cours sur l'étude épidémiologique, je retournais dessus, je relisais ce qui me manquait, etc. Donc, au début, j'ai fait un tour complet, ça m'a pris à peu près un mois et demi, enfin, même peut-être un peu plus, mais bon, j'ai fait peut-être 2 mois. Bon, bref, prenez le temps qu'il faut pour faire une fois le livre. Donc, peu importe Petzel, Descartes, vous prenez ce que vous voulez. C'est les mêmes choses en fait. Et après, vous faites des articles. Faites des articles avec une bonne correction. Et l'astuce d'Eddy, qui est vraiment très très bien, c'est de faire uniquement des articles, des annales. Et les annales, en fait, pour l'EDN, moi je ne vous conseille pas de faire les annales d'avant 2023, parce que c'était pas l'EDN, c'était le CN et ça a un peu changé. Par contre, pour la LCA, ça n'a pas changé. Donc vous pouvez faire des articles depuis 2016. Donc entre les 2 articles à chaque fois de l'EDN et l'EDN blanc, vous avez largement de quoi faire pour faire un article par semaine. Ce sera très très suffisant. Donc voilà, la LCA, il faut la travailler. Il ne faut surtout pas la négliger. Souvent, c'est quelque chose qu'on repousse. Et moi, je connais quelqu'un qui a fini 6 millième à l'EDN, qui avait eu 16,5 de moyenne en matière de médecine, donc quasiment un très très bon classement. Et en fait, en LCA, il y a eu moins de 10. Et du coup, hop, le classement il a dégringolé. Au lieu d'être dans les 2000, mais il a fini 6000 à cause uniquement de la LCA. Donc c'est tellement dommage. Donc travaillez la LCA. Franchement, si vous avez une résolution à prendre à la fin de cette vidéo, c'est de faire de la radiologie et de faire de la LCA parce que on va le voir juste après dans le conseil numéro 8, il n'y a pas de petite matière, mais la LCA, c'est même pas une petite matière, c'est une grosse matière, c'est l'éléphant dans la pièce que personne ne travaille. Donc s'il vous plaît, travaillez la LCA, vous verrez que ça va vous, finalement, ça va vous aider vraiment
parce que vous allez gagner des places le jour du concours si vous êtes à l'aise à la LCA et ça ne s'invente pas. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas bon en anglais qu'il ne faut pas travailler la LCA. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler la LCA, il y a les cours et comme je vous dis, bientôt on vous sortira quelque chose pour vous aider encore plus à bosser la LCA avec Eddy. Donc ne négligez pas la LCA, donnez-vous un créneau fixe toutes les semaines, n'y dérogez jamais et faites des entraînements, analysez vos erreurs. Et pareil, pour la LCA, l'IA est très très puissante. Dites-lui, je ne comprends pas ça. Et même, vous faites des captures d'écran des tableaux, dites-lui pourquoi il n'y a pas de facteur de confusion, pourquoi ceci. Et s'il ne donne pas assez d'explications, dis-lui, explique-moi pourquoi, moi je pensais que ceci, donnez-lui votre propre raisonnement et il vous corrigera. Maintenant, en LCA, c'est extrêmement puissant, l'IA. Donc vraiment, prenez des captures d'écran, des figures, prenez des captures d'écran, des choses, donnez-lui votre raisonnement, dites-lui pourquoi je ne comprends pas et il va vous expliquer parce que des fois on a du mal à comprendre un petit peu et maintenant entre les corrections des bons sujets qui sont les annales plus l'IA, vous n'avez aucune raison de ne pas progresser en LCA, donc c'est indispensable. Et en plus pour finir, pour couronner le tout, on se rend compte quand on a corrigé les annales avec Eddy, parce qu'on corrige les annales toutes les semaines en live le dimanche matin dans EDN Pro, mais on s'est rendu compte qu'il y a aussi des questions de LCA dans les épreuves de l'EDN de médecine. C'est-à-dire qu'en fait, des fois on ne sait pas pourquoi, ils se chauffent, c'est des mecs de santé publique par exemple qui vont mettre des questions de LCA. Donc soit par exemple ça peut très bien être une question de LCA pure, de cours pur, mais ça peut très bien être juste une figure, et en disant, ben voilà, dans cette figure-là, quelle est votre conclusion? Enfin, ils vont vous faire quelques questions. Donc on peut même avoir des petites QI avec contexte de LCA. Donc il y a des questions de LCA dans l'épreuve de LCA, plus finalement même dans le concours de l'EDN. Donc il faut absolument la travailler. Et petite astuce que je vous donne en plus, parce que là je suis en train de vous livrer le plus d'astuces possible pour l'EDN, n'hésitez pas. Là, il ne faut pas le faire trop tôt parce que ça va vous décourager, vous épuiser, mais à partir de, j'ai envie de vous dire, juillet de 5e année, donc quand vous avez l'EDN dans 4 mois, commencez à faire, quand vous faites la LCA, entraînez-vous à faire 2 épreuves, enfin 2 textes d'affilée. Parce que faire 2 textes d'affilée pendant 3 heures, ce n'est pas la même chose que de faire un texte, de le corriger et d'en faire un la semaine prochaine. C'est pas du tout pareil. Donc entraînez-vous au bout d'un moment à faire 2 textes d'affilée, à les corriger. Et du coup, vu que c'est quand même épuisant et ça, moi ce que je vous conseille, c'est de faire par exemple 2 textes d'affilée le matin. Donc vous faites du 8h, 11h, du 9h midi. Moi je vous conseille de faire 9h midi, comme ça vous avez un peu dormi, vous êtes préparé, vous êtes bien. Et vous faites une bonne épreuve de LCA de 9h midi le matin. Et après, vous allez manger, vous faites votre vie. Et l'après-midi, vous corrigez l'épreuve de LCA. Ça, c'est quand vous êtes proche de l'EDN, parce que 3 mois avant l'EDN. Mais il faut s'entraîner vraiment à avoir cette capacité de concentration sur les textes. Donc voilà un petit peu pour la LCA. Ensuite, l'erreur numéro 8, c'est de négliger les petites matières. Il n'y a pas de petites matières. Effectivement, tout le monde aime bien la cardio, la pneumo, la néphro, les matières de médecine pure qui sont les plus nobles, entre guillemets. Mais l'EDN, ça ne marche pas comme ça. On va vous poser des questions de santé publique, on va vous poser des questions de médecine du travail, on va vous poser des questions de génétique, de gériatrie, de MPR. Donc tous ces petits collèges, tous ces petits éléments, il faut les travailler impérativement. Moi, l'astuce que je peux vous donner, c'est que pour ces petits livres, pour ces petites matières, souvent, par exemple le collège de santé publique, il fait 400 pages, mais de données et d'informations brutes, vraiment à retenir pour l'EDN, ça peut se contenir en 30 pages. Et donc, du coup, ce qui est rentable là, c'est de faire des fiches ou de travailler sur fiches. De faire ses propres fiches, ça peut être un petit peu rébarbatif, donc c'est pour ça que moi, je peux vous conseiller, si vous voulez, les fiches Notion, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir le résumer. Vous avez le lien dans la bio si vous voulez les récupérer, mais peu importe, prenez des fiches pour travailler la MPR, pour travailler la gériatrie, santé publique, et après, faites des entraînements. Parce que les questions, en fait, on ne peut pas vous poser des questions sur 1 million de trucs. Dans des pavés, en fait, tout n'est pas questionnable. Donc, les échelles, on peut vous demander en gériatrie, en MPR, en santé publique, c'est les différentes aides qu'on peut avoir. Et donc, faites des QCM, faites des annales, faites des entraînements, vraiment typez concours sur ça pour que vous compreniez un petit peu quels sont les différents types de questions qu'on vous pose dans ces matières-là. Mais ne les négligez pas. La santé publique, ça tombe. Et pourquoi ça tombe? Parce que en fait, les matières de médecine, parfois, avec les nouveaux traitements, après, avec des nouvelles recommandations, ça peut être sujet à débat. La LCA, la santé publique, la médecine du travail, ce n'est pas sujet à débat. Si vous avez un patient, on peut lui proposer tel type d'aide, où on utilise telle échelle, mais il n'y a pas de débat. Et en fait, à l'EDN, ils essaient de ne pas se prendre la tête avec des questions sur lesquelles ça peut faire débat. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien travailler ces matières. Donc, génétique, je vous prépare une vidéo dans EDN Pro, une vidéo spécifique sur les indispensables à connaître pour la génétique, santé publique,
Tout ça, pareil, santé publique, j'ai fait des vidéos sur tous les items, ça m'a pris un temps fou et c'était insupportable, mais au moins elles sont prêtes, elles sont dans EDN Pro, vous avez tout ce que vous voulez. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que ne négligez pas ces matières, s'il vous plaît. Ces choses qui tombent, c'est pas les matières les plus nobles. Quand vous aurez fini l'EDN, vous allez tout oublier. C'est comme ça, mais il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Ça, c'est important. Il y a trop d'étudiants qui essayent de skipper les règles du jeu et qui travaillent un petit peu ce qui leur fait plaisir, de la gastro, les cours sur la cirrhose. Oui, c'est les cours de médecine pure, c'est les cours entre guillemets intéressants de physiologie, mais il n'y a pas que ça qui tombe. Et donc, quand vous allez arriver le jour du concours, que vous allez avoir de la thérapeutique, de la santé publique, et il y a eu ça, hein, l'EDN 2025, il y a eu ça aux EDN blancs, je vais vous garantir que vous n'allez pas faire la même tête. Donc, entraînez-vous spécifiquement à ce qui tombe. Ne faites aucune impasse. Toutes les matières doivent être travaillées de la même manière. Et faites des questions, faites des entraînements, faites des annales sur toutes ces matières-là. C'est indispensable. Donc voilà. Erreur numéro 9, c'est de ne pas travailler de manière assez transversale. Encore une fois, on était dimanche dernier, là on est actuellement jeudi, donc il y a quelques jours, on était en train de corriger les annales avec Eddy, et je le vois, il y a des dossiers où c'est hyper transversal. Vous avez d'abord une question de santé publique, après vous avez une question de thérapeutique, après vous avez une question de gynéco, après vous avez une question de psy. En fait, dans le même dossier, ça fait que changer. Et ça, en fait, on vous demande d'être capable de faire des liens entre les pathologies, d'être capable de faire des liens entre les différentes prises en charge, de faire des liens entre ce médicament, je vais le donner dans telle pathologie, mais il fait également des effets secondaires qui va me faire passer sur la néphro, et puis après qui va me faire passer sur la transplantation, et puis après sur l'aspect légal de la transplantation. Donc, c'est extrêmement imbriqué et c'est indispensable. Donc, il ne faut surtout pas, et même si vous voulez avoir vraiment vos connaissances qui s'accumulent, et on va en parler juste après sur le fait d'avoir un petit peu cette vision d'ensemble, quand on commence à avoir vu tous les cours de l'EDN, qu'on commence à faire des liens, c'est là où le niveau il va monter en flèche. Et je l'ai vu vraiment, mon niveau, quand j'étais en 6e année. Au début, j'avais vu toutes les matières, mais voilà. Et quand j'ai commencé à faire mon tour de révision, que je voyais toutes les matières, que je commençais à faire des liens, que je faisais des dossiers transversaux, et que quand je faisais des dossiers, je me posais pas la question, ah, est-ce que j'ai vu ce cours-ci, ce cours-là, j'enchaînais, et mon niveau, il a littéralement explosé parce que j'ai fait beaucoup de liens entre les matières, et le fait de faire des liens, ça va faire de vos connaissances, non pas des choses isolées, des silos, mais des toiles d'araignée qui sont connectées, et donc une info renvoie à une autre, et donc c'est beaucoup plus facile, de raisonner, de retenir et d'avoir des bonnes notes. Donc vraiment, c'est indispensable. Travailler de manière transversale. Faites des matières transversales également, de la réa, et quand vous faites de la cardio, reliez-le à la pneumo, reliez-le à la MPR, reliez la neuro à la neurochir. Donc il faut absolument vraiment relier les matières entre elles. Faites des dossiers transversaux, entraînez-vous à faire des dossiers transversaux et le plus rapidement possible. C'est pas parce que vous n'avez pas fait une matière que vous dites ah ben je peux pas le raisonner. Faites-le, vous voyez un petit peu le genre de questions qu'on vous pose et vraiment prenez l'habitude. Et même quand vous faites des sessions de QI, faites des sessions où vous mixez les matières pour vous entraîner à votre cerveau à faire le ping-pong entre les différentes matières et être capable de faire des liens. Et vous voyez en fait que juste le fait de vous poser des questions parfois assez proches, dans des matières différentes, à intervalles proches, ça va vous forcer à faire des liens et c'est hyper important. Donc vraiment, entraînez-vous à faire ça parce que c'est ce qu'on vous demande le jour du concours. C'est pas une question, une série juste de questions isolées sur une matière, puis après une autre. Vous allez voir, quand on fait les annales, souvent, les questions sont posées un petit peu en salve, c'est-à-dire que c'est 5 questions posées par des gynécos, après 5 questions posées par des MPR, après on ne sait pas pourquoi 10 questions posées par les pneumos. Donc c'est un petit peu regroupé, mais même dans des dossiers de pneumo, on va avoir des questions qui sont un peu transversales, qui vont aller taper après la médecine du travail, qui vont aller taper les maladies professionnelles, les choses comme ça. Donc vraiment, entraînez-vous à faire ça, c'est indispensable. Et ensuite, l'erreur numéro 10, c'est de faire les annales trop tard. Il y a trop d'étudiants qui se gardent les annales pour la fin, histoire de pouvoir finalement les faire une fois qu'on a tout révisé, une fois qu'on a qu'on est prêt pour juste voir ce qu'on vaut. Mais en fait, plus vous allez faire les annales tard, plus lorsque vous allez vous préparer, vous n'allez pas être spécifique pour le concours. Vous allez voir que quand on fait les annales assez tôt, on se rend compte du genre de questions qu'on va nous poser le jour du concours. Et du coup, on est beaucoup plus précis dans nos révisions. On voit un petit peu le genre de questions, et on en avait parlé avec Eddy la dernière fois. En fait, quand on voit les annales, on se dit « Ah ok, il n'y a pas besoin d'en savoir autant ». Ou bien, quand on me pose des questions, c'est plutôt des questions de raisonnement. Et du coup, vous allez ajuster vos révisions plutôt que d'être là et d'essayer de tout apprendre par cœur, d'être complètement déconnecté du concours. Donc c'est vraiment important de faire les annales tôt. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est même dès la 4e année, maintenant, avec les plateformes de QCM que vous avez, vous pouvez faire juste quelques questions en annales sur quelques cours, juste pour vous rendre compte, vous dire « Ah ok, voilà un petit peu le genre de questions qu'on pourrait me poser, voilà le genre de questions qui est tombé le jour du concours. » Et comme ça vous permet d'ajuster vos révisions et d'être beaucoup plus précis dans votre travail. Il ne faut pas avoir peur de les faire tôt. Après, il y a une différence entre faire quelques questions d'annales par-ci par-là quand vous faites vos cours en J2, J3, à la fin vous dire « Ok, le jour du concours, qu'est-ce qu'on va poser comme question ?» et de vous faire une session d'annales entière. Ça, ce sera pour plus tard. Ce sera quand vous serez en fin de 5e année, quand vous serez à partir de juillet des EDN, de l'année de 5e année, donc 3-4 mois avant les EDN. Là, vous allez pouvoir commencer à vous faire des sessions d'annales de 3 heures entières. Vous êtes en train de vous mettre en situation réelle, de vous entraîner à être
mais finalement pertinent, de garder votre concentration, de ne pas faire d'erreurs, d'étourderies. Ça, vous allez voir, on va en parler juste en bonus à la fin. Il y a vraiment un côté où vous avez vos connaissances pures et vous allez après votre capacité à détecter vos faiblesses pour l'EDN. Faire des erreurs d'inattention, mal lire certains énoncés, être moins bon en anatomie, être moins bon en élimination. Donc ça, vous allez le travailler également, mais il faut que rapidement, vous fassiez des annales pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on attend de vous le jour du concours. Parce qu'en fait, l'EDN, ce n'est pas celui qui en connaît le plus. Évidemment, si vous avez un très gros niveau de connaissance, vous allez bien vous en sortir. Mais il faut être capable de comprendre le style de questions qu'on va vous poser, qu'est-ce qu'on attend de vous. Vous allez voir qu'il y a de la question de radiologie, vous allez voir qu'il y a de la LCA, vous allez voir qu'il y a de l'anatomie, vous allez voir qu'il y a quelques questions parfois qui sont précises et il ne faut pas prendre des décisions trop extrêmes là-dessus parce que parfois vous allez faire des annales et vous allez tomber sur des questions précises. Il y a eu quelques questions précises d'anatomie en annales, notamment posées par les neurochir. Donc en neurochir, en neuro, il faut avoir un bon niveau de précision, notamment sur les nerfs, c'est déjà tombé, avec par exemple les canals, syndrome du canal de Guyon, avec quelques petites variantes anatomiques. Tout ça, j'ai essayé de les corriger sur Instagram et j'ai fait aussi des vidéos dédiées d'anatomie des nerfs sur la prépa EDN Pro pour parler de ça, mais à part ça, souvent les questions, elles sont assez simples, c'est des questions de raisonnement, et donc il ne faut pas avoir un niveau de connaissance extrêmement poussé sur chaque cours. Et donc ce serait une erreur de penser qu'il faut tout connaître par cœur, et pour ça, en fait, il n'y a pas de meilleur moyen que faire les annales. Tous les QI, tous les dossiers que vous avez également sur EDN, Hippocampus, c'est très bien, mais le Graal, ça reste les annales, donc n'hésitez pas rapidement dès le début de votre externat, d'analyser, de regarder un peu les annales pour vous rendre compte du style de question. Et vous allez voir que ça démystifie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mystifient ça, qui se disent « Ah oui, c'est les annales, il ne faut pas que je les touche, je les toucherai à la fin. » C'est une erreur. Voilà. Donc voilà un petit peu les 10 erreurs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour finir, je voulais juste vous parler un petit peu d'un point de méthodo. Tout ça pour vous dire que la méthode, elle va vraiment dépendre de chacun. Comme je vous l'ai dit, ce qui va jouer, ce sont les fondamentaux qu'on va mettre dans sa méthode, de faire un encodage de bonne qualité, de vraiment comprendre ses cours en profondeur, d'avoir une vision d'ensemble dessus, de ne pas trop prendre de temps avec des détails et d'apprendre ça par cœur, de s'entraîner régulièrement et correctement sur ses cours. La petite technique et la petite astuce que je peux vous partager, c'est que ce qu'on appelle le micro-learning, c'est d'utiliser des petits intervalles quand on est des fois en stage, pendant la visite, quand on a fini un cours qu'il est 11h40 et que vous allez manger à midi, au lieu de prendre 20 minutes à rien faire, vous allez faire du micro-learning. Le micro-learning, c'est quoi? C'est des petits moments, pas de grande concentration, mais des petits moments de la journée qu'on va utiliser pour faire justement des ancrages, des enquis, etc. Les moments où vous avez de la grande concentration, vous êtes le matin à 8h, vous êtes vers 14h quand ça y est, vous avez un petit peu digéré et que vous êtes hyper concentré sur vos cours, là c'est le moment de faire de l'encodage de bonne qualité ou faire des QCM où vous allez vraiment raisonner et ensuite analyser vos erreurs. Donc ne perdez pas votre énergie à faire des ancrages, des enquis le matin le matin ou bien dans des moments où vous êtes hyper concentré. Prenez ce temps-là pour vraiment comprendre profondément vos cours. Vous savez que pour avoir une compréhension profonde, il faut se poser des questions, ne pas hésiter à utiliser l'IA pour vous aider à déconstruire ça un petit peu. Et il faut se poser beaucoup de questions. Tout ça, c'est ce que je partage dans la méthode pyramide. Là, je vous en parle un petit peu comme ça, mais à la volée. Mais en tout cas, j'ai fait sur la méthode pyramide, en gros, j'ai vraiment essayé d'expliquer scientifiquement qu'est-ce que c'est l'encodage de bonne qualité, comment créer un encodage de bonne qualité. Et ça, c'est dispo pour tous ceux qui veulent dans la prépa EDN Pro dès la première formule de radiologie. Je vous ai partagé la méthode pyramide parce que je vais pouvoir partager cette méthode de travail, cette méthode de compréhension au plus grand nombre d'étudiants et vous allez voir que ça va littéralement changer votre façon d'apprendre. Je reçois des messages tous les jours des étudiants de la prépa qui me disent ça y est, j'ai réussi à mettre ça en place. Au début, ça fait un peu peur parce que on se dit qu'on arrête de se prendre la tête avec les détails, on arrête d'essayer de tout voir, mais au final, après, en fait, c'est libérateur parce que ça nous donne beaucoup plus d'énergie mentale pour travailler, se poser des questions, appliquer en QCM et c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la méthode au fond, après elle va dépendre de chacun, mais les fondamentaux sont les mêmes. Travailler régulièrement, on en a parlé avec Eddy, c'est pas celui qui a travaillé le plus. Alors il a fait Polytechnique avant, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de compréhension, qui a beaucoup de logique et ça a joué dans son travail à l'EDN, mais il a aussi très bien compris les enjeux de l'EDN. Et donc, il n'était pas en train de s'épuiser dans certaines matières ou à prendre des détails inutiles, alors que c'était beaucoup plus rentable pour lui d'être complet, d'être bon dans toutes les matières. Donc, il n'a fait aucune impasse. Pas d'impasse sur la MPR, pas d'impasse sur la santé publique, pas d'impasse sur tout ça. Donc voilà, sa méthode à Eddy, il la partage également dans la prépa EDN Pro et c'est le tuteur officiel de la prépa. C'est-à-dire que moi, je suis dispo tous les jours, je réponds à toutes les questions de radio, de cours, de méthode sous moins de 24 heures. Et Eddy, il répond également. Il est dispo en message privé, il est dispo directement sur la prépa où il répond, il vous dit quel collège il a utilisé, quelle méthode il a utilisé. Et donc, il vous a fait également une masterclass d'1 heure où vous avez tout expliqué comment il a bossé. Et donc, moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir travailler avec lui parce que c'est un vrai allié. On corrige également les annales tous les dimanches ensemble en live où on explique notre raisonnement. Et vraiment, on voit un petit peu la méthode et on arrive au fur et à mesure
à voir et à progresser. Et ça, c'est super. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés par EDN Pro, c'est le premier lien dans la description. Vous avez toutes les vidéos de cours, vous avez l'anatomie, la radiologie, les corrections d'analyse avec Eddie, et vous avez des formules qui sont adaptées à tous les étudiants. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces 10 erreurs que je vous explique et que je vous invite à ne pas faire dans votre préparation de l'EDN. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et moi, je vous souhaite d'excellentes révisions. C'était Robin. Ciao.